Sunday Night Production. Je ne sais pas ce que donnerait par exemple l'entraînement polarisé sur un crossman, tu vois, ça c'est des questions que je me pose. Quand tu as beaucoup de variations d'allure, quand tu dois avoir des relances, quand tu dois avoir... C'est-à-dire que si tu cours avec tes potes et que tu vois que ton cardio est trop haut, fie-toi au cardio. Parce qu'en fait, le fait d'être en groupe, tu vas avoir une émulation collective. On est quand même nombreux, nous les coureurs à pied, à courir nos footings avec un peu trop d'intensité. Voilà, on va mettre un petit peu de rythme juste parce qu'on a envie de se défouler, on a envie de suivre les copains. Ça suffit là. C'est-à-dire qu'une méthode qui fonctionne pendant 2 mois sur une personne, c'est la pire des méthodes. Une méthode qui fonctionne sur 10 ans pour un athlète. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons dans ce format de DLTDC original un épisode spécial autour de la méthode d'entraînement polarisée très en vogue dans le monde du cyclisme ou encore du triathlon. Cette vision de l'entraînement fait aussi débat dans le monde du running, mais quels sont ses points forts ? Comment l'appliquer, mais aussi quelles sont ses limites, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider à tout comprendre de la polarisation de nos entraînements, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach. Tristan, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission, surtout pour parler d'entraînement polarisé. Toi qui es triathlète chevronné, j'imagine que tu vas avoir des choses à nous dire sur cette thématique. Ouais, pas mal de choses à dire en effet. On a eu l'occasion de discuter un petit peu et ça va être très intéressant, je pense, parce qu'on n'a pas forcément des avis concordants pour une fois. Donc ça va être très intéressant. Et puis, je tiens à dire, de cette saison, première fois qu'on enregistre à distance. Donc, j'espère que ça se passera bien et que les auditeurs, ça sera totalement transparent pour eux. C'est vrai que d'habitude, on aime bien se voir pour enregistrer de visu, IRL comme on dit. Mais là, bon, en ce moment, on est en pleine grève. Voilà, pour nos amis suisses, belges qui nous écoutent, on va encore se prendre quelques remarques. Mais oui, bon, c'est pas, voilà, il y a les grèves en ce moment, c'est pas évident de se déplacer. C'est la raison pour laquelle aussi, il y aura pas de petites pastilles capsules. Vous savez, on va faire des micro-trottoirs exceptionnellement. Oh, mon moment préféré du podcast. Ouais, je savais que cette nouvelle n'allait pas te plaire. C'est aussi un moment que j'aime beaucoup et que nos auditeurs aiment beaucoup, mais malheureusement, voilà, grève oblige. On a dû produire cette émission un peu comme on a pu. Effectivement, moi, je suis content de parler de l'entraînement polarisé. Alors, je vais être très clair, Tristan. J'ai pas forcément d'avis sur la question. J'ai des a priori, on va dire, sur l'entraînement polarisé. Je vais parler direct, je vais rentrer dans le sujet, je vais parler cash. Je trouve que c'est une vision assez réductrice, comme ça, de premier abord, de l'entraînement, assez binaire. Mais j'ai conscience de pas du tout être expert dans le sujet, que ces a priori finalement ils reposent sur pas grand chose parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants et donc peut-être que je vais changer d'avis ou pas sur l'entraînement polarisé. Après je sais pas toi si c'est quelque chose que tu aimes, que tu apprécies. J'ai pas non plus vraiment ton avis sur la question et donc je vais aussi le découvrir. Mais peut-être que ça va changer. Eh bien, parfait. Je pense que, justement, en permettant de définir un peu ce que c'est, en remettant un petit peu en contexte, peut-être que ça changera déjà une première partie des opinions et puis ça permettra de baser un raisonnement beaucoup plus serein et en pleine connaissance de cause, on va dire. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, alors que ce soit sur notre publication Instagram, que si vous nous écoutez sur YouTube en commentaire, donnez-nous aussi vos avis sur l'entraînement polarisé, parce que moi, je serais curieux de savoir un peu qui en fait, qui la pratique, peut-être ceux qui ont essayé, sur qui ça a marché, ceux qui ont essayé, sur qui ça n'a pas marché. Voilà. Abreuvez-nous de vos retours, c'est toujours hyper intéressant. Donc, pour resynthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit là à l'instant, on va parler aujourd'hui de la polarisation et finalement, cette vision de l'entraînement, elle est souvent rattachée, alors à tort ou à raison, ça on va le voir tout à l'heure, tu vas nous le dire, à un principe qui est extrêmement populaire dans le monde de l'économie, mais aussi de l'entrepreneuriat ou même encore de la distribution, c'est le principe de Pareto. Ça va parler à quelques-uns d'entre nous qui nous écoutent. C'est ce qu'on appelle aussi la loi des 80-20. Est-ce que déjà, Tristan, tu as déjà entendu parler de la Pareto
Pareto. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette loi? Parce que c'est assez dingue qu'on la retrouve dans le sport. C'est vraiment une loi qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique. Les 80-20, c'est tout le temps cité. Si vous regardez les chaînes d'infos, on parle souvent de la loi de Pareto. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette loi et de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que même dans le sport, on la retrouve finalement? Oui, on peut commencer par un petit point historique et puis c'est assez amusant de voir que au final, l'origine de cette loi, entre guillemets, des 80-20 a eu une origine extrêmement différente du milieu du sport et qu'elle n'est pas du tout née là. On pourrait accorder une double parenté, j'ai envie de dire, à cette loi. Déjà, bah forcément de l'économiste italien, comment il s'appelle? Vilfredo Pareto. Donc, ça porte son nom. À peu près, si on se positionne sur une frise chronologique vers la fin du 19e siècle, à peu près. Et puis, donc, j'ai dit double parenté avec l'ingénieur américain Joseph Juran. Alors, le principe de Pareto, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une loi de puissance, c'est un peu une théorie de probabilité en disant que 20% des causes vont produire 80% des effets. Sur 100% de mes actions, en réalité, 80% des résultats sont produits par 20% de celles-ci. Donc, C'est cruel. ouais, ça fait pas beaucoup. Et justement, il y a pas mal de mouvances en disant bah, à quoi bon faire les 80% restants pour faire les 20% d'effets supplémentaires. Bref, Et comment il est arrivé à cette logique-là, justement, de ces 80-20 bah, qui est justement, assez alors radicale? on a ces deux personnes. Alors, Pareto, lui, de son côté, ça va être une analyse de données fiscales sur plusieurs pays, Angleterre, Russie, France, Suisse, Italie. Et il va observer un phénomène assez similaire à travers tous ces pays, c'est que 20% des habitants, des personnes, détiennent 80% des richesses. Quel que soit le pays, qui pourtant ont des répartitions sociales assez différentes, c'est son observation. Ce que j'ai dit, hein, assez éloigné du milieu du sport et de toutes les applications qu'on a de ce principe de Pareto. L'autre côté, donc l'américain Joseph Juran, lui de son côté, 50 ans plus tard, on est quand même dans la même chronologie à peu près. Lui, il va ériger un principe beaucoup plus universel et c'est lui d'ailleurs qui va amener ce côté universel à cette loi des 80-20. Sa loi, c'est 20%. Alors lui, c'est ce qu'il appelle des éléments à fort impact. Ça va plus être un discours un peu entrepreneurial, tu sais, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 20% des éléments, en fait, ont un fort impact et le reste, c'est 80%, c'est-à-dire que 80% ont un très faible impact. Bon, bah, tu vois, c'est intéressant pour notre culture générale d'apprendre ça à travers le sport, mais c'est vrai que c'est un principe qui est très populaire dans le monde de l'économie et pas seulement, puisque, bah, comme le disait Joseph Juran, c'est quelque chose d'assez universel. Et d'ailleurs, par exemple, je vais prendre un monde que je connais bien, c'est le monde du podcast. Et c'est vrai que 20% des podcasts aujourd'hui génèrent à eux seuls 80% de l'audience. Donc là, on voit que même au monde du podcast, ça s'applique. Et dans le monde des entreprises, c'est pareil. J'avais lu que 20% des produits Apple généraient 80% de leurs bénéfices. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui se retrouve quasiment partout. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui, si ça s'applique aussi au sport. Tristan, alors on n'a pas de micro-trottoir exceptionnellement aujourd'hui, mais on a quand même fait un sondage auprès de notre communauté pour savoir s'ils pratiquaient justement l'entraînement polarisé. Et à la question « Pratiquez-vous l'entraînement polarisé ?», 23% de nos auditeurs, tu vois les 20-80, on les retrouve même ici. 23% de nos auditeurs ont répondu que oui. 11% nous ont dit qu'ils n'appliquaient pas du tout cette méthode et près de 66% nous ont dit ne pas savoir ce qu'était l'entraînement polarisé. Donc on a quand même 66% des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc ce que je te propose, c'est qu'on remédie à ce problème. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière claire, simple, précise, mais aussi complète, ce qu'est l'entraînement polarisé? Parce que c'est quand même mieux de commencer par là. Il faut commencer par les définitions. À défaut d'avoir un magnéto, j'aurais bien aimé avoir ta définition de l'entraînement polarisé avant. Parce que justement, si on voit que 64% ne savent même pas ce que c'est, ça peut être intéressant d'avoir un avis au moins, le seul qui est sous notre main, c'est-à-dire toi. Comment est-ce que toi, tu le définirais ? Ah, bah alors écoute, moi, comment je le vois? Alors après, encore une fois, c'est pas forcément une vision exhaustive, mais je vois ça, voilà, quelque chose de très binaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire 80% de footing, des footings quand même assez lents, et 20% à haute intensité. Donc, effectivement, l'intérêt, ça va être on peut gagner du temps, on va peut-être un petit peu tricher aussi sur l'entraînement. Ce que je trouve dommage, c'est que justement, on va peut-être pas exploiter toutes les filières, on va pas travailler un maximum d'allure, on n'aura pas une version très très large. Je sais pas ce que donnerait par exemple l'entraînement polarisé sur un crossman, tu vois, ça c'est des questions que je me pose. Quand tu as beaucoup de variations d'allure, quand tu dois avoir des relances, quand tu dois avoir tout ça, je me pose des questions. Encore une fois, ma vision est peut-être fausse, mais voilà, je vois quelque
quelque chose de très binaire, beaucoup d'entraînement à faible intensité et un peu d'entraînement à très haute intensité. Ok, bah ouais, c'est plutôt ça. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à l'époque dans la tête d'un triathlète où, donc ça commence à remonter déjà, hein, Voilà. sûrement 3-4 ans, où justement je t'avais posé cette question-là et tu m'avais dit que pour toi c'était une répartition 80-20, mais sur l'année. C'est 80% de l'année qui se réaliserait à machin et puis à une intensité basse, et puis les 20 derniers pourcents où ça changerait. Donc c'est intéressant de voir que tu vois, à l'époque, peut-être tu n'avais pas la même définition qu'aujourd'hui. Et je pense qu'avec ces deux définitions-là, on peut parcourir un large spectre de nos auditeurs. Alors, je vais donner une définition, je vais répéter en réalité ce que tu as dit, parce que c'est plutôt ça. Euh, on pourrait répartir les intensités en 3 domaines. Alors, ces domaines-là, on peut les obtenir de différentes manières, on en reparlera juste après. Donc, il y a la basse intensité, l'intensité modérée au milieu, et puis la haute intensité. On pourrait aussi dire, parce que là j'ai dit basse intensité, intensité modérée, haute intensité, on pourrait dire domaine modéré, domaine élevé, domaine sévère, c'est des termes qui sont assez en vogue en ce moment. Là maintenant, l'entraînement polarisé, sa définition stricte, c'est justement une méthodologie de répartition qui va consister à faire 80% basse, à peu près 80% de basse intensité et 20% de haute intensité avec potentiellement très peu ou pas du tout d'intensité modérée. Donc ça, c'est vraiment la définition stricte. Assez intéressant de voir que ça change quand même de la loi des 80-20. C'est pas 20% de ce qu'on fait va faire 80% des bénéfices, mais c'est plutôt une loi de répartition, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut retenir de tout ça, au-delà des 20% de haute intensité, ce qu'il faut vraiment retenir pour moi de l'entraînement polarisé, et ce qui est vraiment tout sa clé, c'est que il y a un réel rôle, un rôle clé de la basse intensité. 80% de notre entraînement y est dédié. C'est vraiment là que tout se joue, en gros. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on le sait, on l'a déjà dit dans le podcast, il y a une réalité. Hein, c'est vrai que généralement, 80% de notre entraînement, ça doit être composé de footing à allure fondamentale. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez couramment dans la plupart des visions des plans d'entraînement. Alors là, on parle de l'entraînement polarisé, il y a du pyramidal, il y a du seuil, voilà, il y a des gens qui vont avoir des appétences pour travailler, vraiment mettre le focus sur une allure plus qu'une autre ou une vision plus qu'une autre. Mais c'est assez universal quand même, j'ai l'impression, moi, ces 80% d'entraînement à allure fondamentale depuis qu'on s'intéresse un peu à la physiologie du sport. Est-ce qu'il n'y a pas un consensus autour de ça, ne serait-ce qu'autour de ça? Vis-à-vis des 80% de basse intensité, c'est ça? Exactement. Alors, en réalité, c'est assez intéressant et je pense qu'on va en reparler juste après, mais il y a une donnée principale qui ressort des études, c'est le volume d'entraînement. C'est-à-dire que je crois que c'était une des études qui le montre, et une étude qui a été publiée par Strava 2012-2014, je ne l'ai plus vraiment en tête. Mais c'était intéressant, ils prenaient tous les gens qui avaient couru un marathon sur l'année et ils essayaient de mettre des corrélations là-dessus. Et la corrélation la plus puissante qu'ils ont trouvée, c'est vis-à-vis du volume. Plus les gens avaient un volume élevé, plus ils avaient enfin, meilleur était leur chrono sur marathon. Donc, en fait, c'est intéressant. Ça part de là. Et puis même aujourd'hui, mais vraiment, on va en reparler juste après, donc je rentre pas trop dans les détails, mais cette corrélation est encore plus appuyée si tu réduit l'analyse uniquement au volume à basse intensité. C'est-à-dire que ceux qui font le volume le plus grand à basse intensité ont des meilleures performances. C'est dans un contexte précis, je vais te le redonner juste après. Mais donc oui, en fait, pour moi, c'est normal. Et puis, euh, cette méthode polarisée est née de l'empirisme. C'est-à-dire qu'en fait, avant de la théoriser, les athlètes le faisaient inconsciemment. Donc ça vient de là. Pour préparer cette étude, je me suis rendu compte, j'ai fait quelques recherches, tu vois, j'ai quand même un peu bossé mon sujet, j'ai fait mes devoirs, et je me suis rendu compte que finalement l'entraînement polarisé était un concept plutôt récent, on va dire, en tout cas qui a été théorisé au début des années 2000, et j'ai été plutôt surpris parce que c'est vrai qu'on l'avait vu déjà dans l'épisode sur le fractionné. Ça fait 40 ans à peu près que les athlètes ont compris ce principe de quand même avoir un gros volume à basse intensité, mais peut-être qu'elle n'avait pas été théorisée par les scientifiques. Du coup, où est-ce qu'elle puise cette origine, cette vision de la polarisation? Alors justement, c'est ce que je disais juste avant. Cette vision de polarisation, elle est née purement de l'empirisme. C'est-à-dire qu'elle est née, entre guillemets, un peu naturellement. Quand on dit naturellement, ça veut dire que les entraîneurs qui sont sur le bord de la piste, qui observent leurs athlètes, qui modifient le plan en fonction de comment les athlètes réagissent, au fil du temps, ils vont conserver ce qui fonctionne et ils vont rejeter ce qui ne fonctionne pas.
Quand je dis ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que les résultats sont pas satisfaisants, parce que les athlètes se blessent. Voilà, tout ça fait que quelque chose ne fonctionne pas. À partir de cet empirisme-là, on l'a seulement théorisé, comme tu l'as dit, à partir des années 2000. Alors, le père fondateur de l'entraînement polarisé, on pourrait dire, c'est Stephen Seiler, un chercheur norvégien. C'est vraiment lui qui, non pas l'a créé, mais l'a promu à travers le monde. Il y a même des TEDx où il en parle, etc. Ses premières études, 2004, il me semble, de tête, c'était simplement une observation rétroactive de l'entraînement des rameurs en environ de son pays, où sur les dizaines d'années qui ont précédé, il a regardé en fait l'évolution des différents volumes et des méthodes d'entraînement, et c'est lui qui a regardé qu'en fait une énorme partie de l'entraînement était réalisée à basse intensité. Et puis une fois qu'il a fait ça sur l'aviron, il a ensuite étendu à d'autres sports, et il a observé que le ski de fond en Norvège, très, très répandu, il faisait la même chose, course à pied, vélo et ainsi de suite. Du coup, Tristan, cette méthode d'entraînement a fait pas forcément l'unanimité chez les entraîneurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, je te propose qu'on parle de la manière, on va essayer de parler de la manière la plus objective possible des avantages et des inconvénients d'une telle méthode. Et déjà, selon toi, quels sont les intérêts, on va commencer par le positif, quels sont les intérêts de polariser ces entraînements pour les partisans? On va partir de la base et on va faire juste un raisonnement. Aujourd'hui, si on regarde les études, le volume est statistiquement corrélé à la performance. C'est même ce qui est le plus statistiquement corrélé. D'accord ? On part de cette base-là. Alors après, notre volume, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on le répartit ? Parce que l'objectif de cette répartition, ça va être 1, d'améliorer la performance, et 2, ça va être de réduire les blessures. Parce que si on fait un raisonnement par l'absurde et que on pousse un petit peu les curseurs, si je fais 100% d'intensité, je vais me blesser, je vais être en surmenage, je vais stagner. Si je fais 100% de footing, alors je vais progresser dans un premier temps, évidemment, mais je vais très très vite stagner aussi. Donc on voit que certes le volume est statistiquement corrélé à la performance, mais il ne se suffit pas à lui-même, parce qu'en fonction de sa répartition, soit il mène à la blessure, au surmenage ou à la stagnation. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à trouver un juste milieu, et c'est là où on pourrait imaginer que ce 80-20 de moyenne a émergé. Alors là, c'est intéressant parce que le paradigme actuel, c'est-à-dire, quand je dis paradigme, c'est-à-dire que le contexte d'entraînement actuel, chez les amateurs ou même chez les pros, on a tendance à faire trop d'intensité, je trouve. C'est-à-dire que on a tendance à faire trop de fractionnés, on surestime notre capacité à assimiler ces entraînements. Ce qui fait que dans ce contexte-là, c'est là où les études sont intéressantes. On voit que la performance est non seulement statistiquement corrélée au volume, mais en plus statistiquement corrélée au volume à basse intensité. Et je pense que c'est non pas parce que la basse intensité, donc ce 80%, aurait un bénéfice particulier et qu'il faudrait en faire plus que de raison, mais c'est justement parce que les gens ont tendance à trop s'entraîner à trop haute intensité qu'on observe cette corrélation-là. Mais elle n'existe que dans le paradigme que les gens s'entraînent trop intensément, trop souvent, trop fort. C'est vrai qu'il y a un côté rassurant aussi à pouvoir faire des séances à plus haute intensité. On peut jauger, on peut voir son niveau de forme. Quand on part à faire un footing à allure fondamentale, que vous soyez en très bonne forme, forme moyenne, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Si vous êtes très fatigué, vous allez le voir, que vous n'allez pas être très à l'aise, mais tu ne peux pas jauger ta forme sur un footing à allure fondamentale. Que ça te permet de te rassurer à chaque fois quand tu mets des séances un peu de fractionnés. Et après aussi, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très bien encaisser ça, qui vont générer des stress et qui vont très bien s'adapter à ce stress-là, et d'autres un peu moins. Donc, c'est pour ça que moi, ce côté un peu, tu vois, vision universelle un peu de l'entraînement, voilà, je me dis dans quelle mesure on peut l'adopter, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes à qui ça leur va bien, tu vois, cette méthode-là. Du coup, cette vision, allez, on va dire un peu binaire, comme je disais tout à l'heure, elle s'appuie uniquement sur 3 zones de travail, de référence en tout cas. La première, qui est donc la plus importante en volume, les 80, on va dire, c'est l'entraînement à basse intensité. Du coup, est-ce que tu peux, en tout cas dans le principe de l'entraînement polarisé, nous dire ce qu'est cette allure justement à basse intensité? Est-ce qu'elle est finalement similaire de ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'entraînement pyramidal? Ouais, alors on a fait un podcast sur l'endurance fondamentale que j'invite les gens qui nous écoutent à s'y référer si jamais ils ont un petit peu de temps après ce podcast-là. Mais quoi qu'il arrive, on va quand même faire un gros rappel ici pour éviter aux gens de naviguer et d'avoir la suite sans avoir les bases. Euh,
Ces intensités-là, on a 3 manières de les mesurer. Alors, on a une première qui est métabolique, on a l'autre qui est empirique et puis la troisième qui pourrait être, on va dire, un mix des 2. Ce que j'appelle la détermination métabolique, ça va être avec, des tests en laboratoire ou avec, du gros matériel en tout cas qui n'est pas disponible à tout un chacun. Donc là, on va mesurer des repères physiologiques pour définir des bornes. Ça va être les seuils ventilatoires, les seuils lactiques, Fatmax ou Lipomax en français. Enfin, toutes ces valeurs-là qui vont nous permettre de définir des zones et on les relève grâce à des outils. Comme je l'ai dit, c'est un peu inaccessible pour le lambda. C'est pour ça qu'on a aussi Mm. des manières de détermination empiriques. Alors empirique, c'est marrant parce que on pourrait penser que c'est inférieur à métabolique, mais on pourrait plutôt dire que c'est complémentaire et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'outil que c'est fondamentalement imprécis et que ça fonctionne pas. Bref, il y a ouais, 2 choses qu'on pourrait faire pour définir ces domaines-là et tu as parlé plus spécifiquement de la basse intensité. La basse intensité, on va dire que ça va être un RPE, donc un ressenti de l'effort de 2-3/10. C'est-à-dire que quand tu cours, il ne faut pas que, en termes de difficulté, ta séance dépasse un 2-3/10. Alors, l'avantage de l'empirique, c'est que c'est assez facile à mettre en place. Le problème, c'est que c'est très, très subjectif. Donc, forcément, c'est lié à une imprécision. Des gens qui ont des tolérances à la douleur qui sont bien supérieures à d'autres et pour qui 2-3, en fait, sont en réalité 6-7 chez d'autres. Donc, c'est là où il y a un petit biais. Il y a un autre repère aussi pour la basse intensité qui est euh, pendant mes footings, je dois être en capacité de pouvoir parler. Je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu ça. Oui, c'est quelque chose qu'on entend, qui est souvent conseillé. Ça aussi, c'est très bien. Seulement, ça aussi, c'est un peu imprécis parce que la réalité, c'est que si je prends mon exemple et je suis pas le seul, quasiment jusqu'à plus d'allure semi, voire Mm. quasiment allure 10 km, je suis capable de discuter. Quand les gens courent leur marathon, ils sont capables de discuter avec Oui, leurs allure voisins. marathon. Et pourtant, l'allure marathon est déjà au-dessus de la basse intensité. Mm. Ce qui est intéressant, là, je vais prendre des propos de Inigo Son Milan, qui a une réflexion assez intéressante sur ça. Il dit en gros, bah là, si pendant qu'on court, on parle comme toi et moi, donc vraiment avec une aisance démesurée, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, quand on court à basse intensité, pouvoir réellement parler comme là on est en train de le faire, c'est-à-dire en étant très réfléchi, en pesant nos mots, en articulant, en prenant pas de respiration. Donc ça, c'est pas de la basse intensité, c'est de la trop basse intensité, on pourrait dire. En revanche, imaginons là, on n'aurait pas nos caméras et on serait simplement en appel audio. Si jamais toi, tu fais un entraînement à basse intensité, je devrais commencer à soupçonner que tu es en train de faire un effort. C'est-à-dire que tu es capable de tenir une conversation, tu es capable de formuler des phrases longues, d'organiser tes idées. Mais moi, je devrais commencer à percevoir qu'il se passe quelque chose. La respiration est un peu plus marquée. Tu dois, entre tes phrases, prendre une respiration un peu plus ample. Voilà. Tu vois, c'est ce petit truc de ah, il est pas assis dans son siège là. Là, il fait quelque chose. Après, si on continue à accélérer, qu'on va encore un peu plus vite, si on est obligé de s'interrompre au milieu de chaque phrase pour prendre une respiration, si on est incapable de faire des phrases longues, qu'on commence à avoir du mal, voilà, en fait, que notre respiration commence à nous embêter un peu trop intensément, on va dire, là, pour le coup, on l'a dépassé. Donc, si on a le RPE, qu'on a cette méthode un peu plus précise de la respiration, on peut commencer à définir ce qu'est une basse intensité si jamais on n'a pas accès euh, à tous les tests métaboliques en laboratoire. Après, c'est pour ça qu'on a aussi créé un mix, parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, les montres, les cardiofréquencemètres, on est capable de récolter quand même des petites, ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire on peut aller au-delà de la vitesse et on peut récupérer une fréquence cardiaque, par exemple. Et tu vois, c'est là où on va faire émerger des règles de basse intensité, en moyenne 75% de fréquence cardiaque maximale, c'est un bon repère. Moi, tu vois, j'aime bien les sciences, mais j'aime bien ce repère-là, parce qu'à partir du moment où une personne est entraînée, une personne a déjà un volume à basse intensité depuis quelques mois, en fait, ça fonctionne pas trop mal, tu vois. C'est-à-dire que si elle est régulière à l'entraînement et qu'elle remplit ce profil, 75%, c'est pas mal. Alors, chez les personnes entraînées, la basse intensité, si ils la testaient, évidemment, il pourrait monter. On verrait que les premières limites seraient aux alentours de 78. J'ai déjà vu du 80-82% de fréquence cardiaque maximale chez ces personnes-là. Mais est-ce que sur la basse intensité, on est obligé de coller les zones? Ça, c'est un autre débat. Chez les débutants, pareil, tu vois, on pourrait penser que la basse intensité, si on la mesure avec des mesures métaboliques, elle serait bien en dessous de 75%. Ça pourrait être du 65, voire Mm. 60% de fréquence cardiaque maximale. Mais en fait, il ne faut pas oublier pourquoi aussi est-ce qu'on fait de la basse intensité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un,
pour améliorer les performances, mais aussi pour réduire les blessures. Et si une personne fait de la basse intensité à 75% de fréquence cardiaque maximale, bah, en fait, elle réduit de manière drastique ses risques de blessure vis-à-vis d'intensité supérieure. Et donc, on remplit au moins un des facteurs et la personne, à partir de là, va progresser. Et en fait, ces zones vont augmenter et petit à petit, elle va rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que c'est imprécis, mais j'aime bien quand même pour tout un chacun l'utiliser. Et après, évidemment, tu vois, pour finir, bah, en fait, au-delà du métabolique, on peut tout croiser. C'est-à-dire que tu as une fréquence cardiaque, tu as un RPE, tu es capable de mesurer ta ventilation et de savoir si tu es capable de parler avec quelqu'un. Tu as déjà 3 critères qui permettent de croiser plus ou moins, des données pour avoir cette basse intensité-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, l'idée de mixte, moi je suis assez partisan de ça parce que des fois on peut courir avec des amis et puis on est là, on est tous très à l'aise, tout le monde va bien et puis ah bah mon Dieu, je regarde ma montre, je suis trop rapide, je suis trop lent, tu vois, alors que tu dis oui mais c'est quoi ton ressenti, ton feedback, tu vois. C'est intéressant de ne pas isoler une seule méthode. Il y en a, ils vont beaucoup s'entraîner au cardio avec la montre et puis finalement ça va devenir le seul repère, mais plutôt voilà, de prendre en compte plusieurs critères, l'environnement aussi parce qu'évidemment s'il fait chaud, s'il fait froid, rien que pour ça, le rythme cardiaque peut un peu varier. Donc voilà, il faut utiliser tous les outils dans lesquels on peut disposer avec ses feedbacks, ses ressentis et essayer d'avoir un jugement qui soit le plus précis possible. Après, et je crois que c'est ce que je disais dans l'épisode sur l'endurance fondamentale. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, vous avez un mix de plein de facteurs. Quand vous entraînez à basse intensité, prenez toujours le facteur le plus limitant. C'est-à-dire que si tu cours avec tes potes et que tu vois que ton cardio est trop haut, fie-toi au cardio. Parce qu'en fait, le fait d'être en groupe, tu vas avoir une émulation collective. Si jamais tu es fatigué après une journée de travail, que ton cardio monte pas, mais que ton RPE monte extrêmement vite, donc ton ressenti d'effort, Exactement. fie-toi au ressenti d'effort. Je préconiserais aux gens de toujours se fier à ce qui est le plus limitant quand on court à basse intensité. Intéressant, intéressant. Tristan, dans ces allures, on retrouve aussi l'entraînement à intensité moyenne et l'entraînement à intensité élevée. Alors ça, c'est quand même assez... tu mets plein de choses dedans, tu vois. Comment est-ce que se répartissent ces allures dans la vision de l'entraînement polarisé? À quoi est-ce qu'elles correspondent? Parce que j'ai du mal à... Pour moi, c'est très, très vaste. Ouais, alors je l'ai dit tout à l'heure, le problème, entre guillemets, c'est que on serait obligé de faire des tests pour séparer réellement ces deux domaines parce que bah, il nous faut des repères physiologiques pour réellement le faire. Euh, Historiquement, si on prend des relevés métaboliques, donc avec différents appareils, on pourrait déterminer deux seuils. Ça a différents noms, seuil ventilatoire 1 et 2, seuil lactique 1 et 2, seuil aérobie, seuil anaérobie. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de manières de définir ces seuils qui donnent tous à peu près des valeurs différentes. En fait, la séparation entre la basse intensité, l'intensité modérée et la haute intensité se fait en fonction de ces deux seuils. Alors, si on veut donner une petite gourmandise aux gens qui nous écoutent, en fait, ce qui est marrant, c'est que la définition d'un seuil, c'est un changement d'état. Ça voudrait dire qu'à deux endroits dans nos intensités, il y aurait un changement d'état métabolique où on shifterait de quelque chose à une autre chose, où il y aurait un changement brutal. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de changement dans le corps. Tout est quasiment linéaire et rien n'est brutal. Donc, en fait, cette notion de seuil, c'est marrant parce que quand on veut faire précis, on se réfère à cela, alors qu'en fait, se référer au seuil est déjà une imprécision. Donc en fait, c'est là où on voit que la machine le corps humain est une machine beaucoup plus intelligente que nous. Quoi qu'il arrive, cette notion de seuil, on la garde quand même méthodologiquement pour, comme repère métabolique pour justement fixer ces zones-là. Alors empiriquement, parce que là, ça t'a pas donné de réponse, ce que je pourrais dire, c'est donc on a défini la basse intensité. Tout ce qui va être intensité modérée, c'est des intensités supérieures à ce qu'on vient de définir, jusqu'à environ, alors la vitesse limite qu'on pourrait avoir sur 30 minutes, 60 minutes, c'est-à-dire que vous courez 30 minutes all out et vous voyez la vitesse moyenne que vous avez tenue, vous courez 60 minutes à fond, vous voyez à peu près la vitesse que vous avez tenue. Chez les élites, c'est marrant parce que bah, ça s'aligne avec leur chrono 10 km et semi-marathon. Un peu moins le cas chez les amateurs, tu acquiesceras avec moi. C'est à peu près cette fenêtre-là, la limite maximale de ce qu'on appelle l'intensité modérée.
Alors, pour que ce soit un peu plus clair, Tristan, parce qu'on n'est pas forcément tous des passionnés par les plans d'entraînement, c'est peut-être un peu moins concret pour certaines personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous donner un peu une semaine type ou un cycle type d'entraînement polarisé, c'est-à-dire globalement dans un plan d'entraînement qui adopte cette vision polarisée de l'entraînement? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce plan-là pour que ce soit plus concret, voilà, dans cette idée-là? Je sais que c'est un peu casse-gueule, mais ça peut quand même être intéressant pour que les gens puissent bien visualiser à quoi ressemble une semaine type version entraînement polarisé. Ok, donc on va commencer par la vision stricte. J'ai défini tout à l'heure comme étant 80% basse intensité, 20% haute intensité. Donc c'est polarisé de pure souche, de père en fils depuis 5 générations. Alors la réalité, c'est que 20% de haute intensité pour la grande majorité des gens, c'est énorme en fait. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, si on met la limite maximale de l'intensité modérée à vitesse limite 60 minutes, 30 minutes, on voit que c'est quand même déjà une haute intensité. Donc ça voudrait dire qu'on devrait faire 20% de notre volume au-dessus de cette vitesse-là. Ce qui veut dire que pour 3 heures d'entraînement, on aurait 36 minutes cumulées à peu près, tu vois, une allure 10 km, ce qui est beaucoup, hein. Tu vois, sur une semaine, 36 minutes, ça fait quand même pas mal quand on s'entraîne que 3 heures. Si on s'entraîne 10 heures, ça voudrait dire que ça serait 2 heures de cumulé au-dessus de allure 21 km, allure 10 km. Donc 2 heures, c'est bah, faut se lever tôt, hein, pour commencer à les faire. Je pense que n'importe qui alors non, je vais dire n'importe qui s'est entraîné 10 heures. En fait, ça représente une minorité des personnes, mais 2 heures, en tout cas, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, mettre un peu en relativiser un tout petit peu cette définition de ce qu'est l'entraînement polarisé et la mixer un petit peu avec la définition originelle de Stephen Seiler, le chercheur dont on a parlé tout à l'heure, qui lui disait en fait 80-20, ça doit pas être en relation avec le temps, mais ça doit être en relation avec le nombre de séances. Et si on fait un mix entre les deux, c'est-à-dire on fait un mix entre 80-20 du nombre de séances et 80-20 du pourcent de temps d'entraînement, là on commence à avoir un truc un peu pas mal. C'est-à-dire que si on prend un cas très concret, 3 entraînements par semaine, ça voudrait dire une endurance fondamentale, une basse intensité, un fractionné et une sortie longue où, à travers cette sortie longue, on pourrait justement mettre un petit bloc de tempo, d'allure de course, d'allure marathon, allure semi-marathon, quelque chose comme ça, tu vois. Sans être trop gourmand, parce qu'on s'entraîne que 3 fois et tu vois, en gardant un petit peu en tête ces 20%. Si on est à 5 entraînements par semaine, alors là, on pourrait mixer un petit peu plus. Soit on pourrait faire 2 fractionnés, 2 endurances fondamentales et une sortie longue avec un petit bloc de tempo. On pourrait faire un fractionné, 2 EF, une sortie, ce que j'appelle les sorties mi-longues avec du tempo. Donc ça veut dire, ce ne serait pas un fractionné classique, ça serait un tout petit peu plus long. Et puis encore une fois, avec une sortie longue avec un bloc tempo ou d'allure à l'intérieur. Si on monte encore un tout petit peu, 7 entraînements par semaine, là, on pourrait faire 2-3 fractionnés et 4-5 endurances fondamentales. Tu vois, par exemple, c'est pour un cours de 5 km qui n'aurait pas une nécessité de faire particulièrement des sorties longues. On pourrait le décliner encore en fonction des objectifs. En fait, tu vois, les formats de semaine ne sont pas très codifiés. On pourrait faire un peu ce qu'on veut en se référant à ces répartitions-là, 80-20 du nombre et du temps. Alors après, tu vois, je dis ça, mais j'ai déjà commencé à parler de tempo, j'ai déjà commencé à parler d'allure de course sur les sorties longues, notamment, justement parce que, en fait, et tu l'as dit un peu en introduction, le format polarisé, c'est extrêmement strict et extrêmement rigide dans sa forme. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on l'a théorisé à la base, ça partait d'un 80-20 et puis après, ça a migré vers un 70-10-20 et puis en fait, après, ça aurait été plus un 75-10-15. Enfin, tu vois, en fait, on se rend compte que quand on est extrêmement polarisé, ça marche très bien pour certaines distances et particulièrement les distances plutôt courtes, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses intermédiaires, 10 km et encore plus semi et encore plus marathon, ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Et c'est là où, en fait, on utilise, on pourrait dire, le petit frère de l'entraînement polarisé, qui est l'entraînement pyramidal, qui repose aussi sur énormément de basse intensité, mais qui est un peu plus inversé au niveau des répartitions des charges entre intensité modérée et intensité haute. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que sur l'année, on peut passer de l'un à l'autre. On peut modifier les pourcentages en fonction de nos besoins. Ce qui est plutôt drôle parce que finalement, cette vision de l'entraînement polarisé, elle est très répandue, notamment chez ceux qui font du triathlon et plutôt des triathlons longs. En tout cas, moi, j'entends souvent parler de ça chez les longs. Et moi,
je me suis dit, tiens, allure marathon, il y a beaucoup de gens, par exemple, tu vois, qui vont essayer justement de polariser leur entraînement. Donc, j'avais déjà peut-être quelque chose, une visio qui n'était pas très juste. Bah, pas vraiment. Alors déjà, je pense que dans le triathlon français, j'ai mis une toute petite pierre à l'édifice qui a fait que les gens ont voulu surpolariser leur entraînement. Je plaide coupable là-dessus. C'est vrai que, tu sais, c'est un peu comme tous les extrêmes. En fait, la réalité est toujours un petit peu entre les 2. Tu vois, si je devais donner une règle, je dirais que, tant que je n'ai pas besoin de dépolariser, je ne dépolarise pas. Je vais le dire entre d'autres termes, ceux qui commencent à écouter un tout petit peu, avec régularité mes interventions sur ce podcast, j'ai déjà dit à plusieurs occasions, le Semi de Boulogne, le 10 kilomètres, à Nice, la prom classique. Je disais que, bah, je respectais une idée de spécificité dans l'entraînement. Donc ça voudrait dire que, par exemple, tu vois, bah, si on prépare un semi-marathon, il y a forcément un moment où je vais passer d'un profil très polarisé en début de saison à un profil de moins en moins polarisé, donc de plus en plus pyramidal. Parce que pour le coup, il y a une chose sur laquelle je suis intransigeant, c'est sur la dose de basse intensité dans la semaine, qui elle, pour le coup, pour moi, est quasiment innégociable. Mhm. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est un peu le mérite aussi de l'entraînement polarisé, c'est parce que on est quand même nombreux, nous les coureurs à pied, à courir nos footings avec un peu trop d'intensité. Pas beaucoup, hein, mais voilà, on va mettre un petit peu de rythme juste parce qu'on a envie de se défouler, on a envie de suivre les copains à l'entraînement. C'est quand même assez ludique d'intégrer un peu cette allure un peu bâtarde. Mais ça, c'est quand même une grosse erreur pour les adeptes de l'entraînement polarisé. D'ailleurs, pour aussi même pas mal d'entraîneurs, parce que finalement, dès qu'on va on va mettre un peu de rythme soutenu dans nos footings, ça va pas générer beaucoup de choses, si ce n'est de la fatigue en fait. Risque même d'être contre-productif. Ouais, je pense que c'est là où il y a un gros enjeu dans la manière dont on aborde cette intensité modérée. Et je pense que c'est là où, bah, tu vois, personnellement, pendant très longtemps, je me suis trompé, hein. Cette zone intermédiaire, donc cette intensité modérée, est extrêmement intéressante quand elle est contrôlée. C'est ce qu'on a dit là, juste avant avec l'intérêt du pyramidal versus le polarisé. Si tu prépares un marathon et que tu fais de l'allure marathon, forcément, tu vas dépolariser ton approche, mais c'est contrôlé. Par contre, tu as le problème de cette intensité modérée-là, c'est qu'on a tendance à beaucoup trop en faire, en fait. Et quand je dis beaucoup trop en faire, c'est non pas parce qu'on fait beaucoup trop de fractionnés, c'est parce que, en fait, on fait beaucoup trop de footing, beaucoup trop vite. Et le côté négatif de l'intensité modérée, je pense qu'il est beaucoup plus, enfin, il apparaît beaucoup plus de par les basses intensités qui ne sont pas réalisées à basse intensité que par beaucoup trop d'allure de course. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Alors après, tu pourras me dire qu'en fait, quelqu'un qui prépare un marathon et qui court ses endurances fondamentales beaucoup trop vite fait que de l'allure marathon et au final, il est très spécifique dans son entraînement. Mais je ne sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est sûr, je comprends parfaitement. Et on est nombreux c'est dur, hein, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, en fait, tu vois. En fait, c'est pour ça. En fait, ça le problème. les gens vont, enfin, les entraîneurs, de manière générale, vont tendance à s'appuyer. Alors, parce qu'il y a l'entraînement polarisé d'un côté, qui dit, bah, il faut limiter l'entraînement en intensité modérée. Et il y a les gens qui courent beaucoup trop vite les endurances fondamentales, qui font énormément d'entraînement en intensité modérée. Et donc, ce qu'on est vite tenté de dire, c'est OK, il faut limiter le plus possible l'intensité modérée. Et tu vois, en fait, c'est ce discours il y avait juste un pas, tu vois. Il y a juste une limite entre l'un et l'autre qui fait qu'en fait, on pourrait passer sur une vision extrêmement polarisée, comme j'ai eu pendant longtemps. Et c'est un peu le risque. Voilà. Tu as parlé de ludique tout à l'heure. Bah, le ludique, c'est très bien, mais c'est un peu contre-productif en excès. Oui. Et puis je vois aussi que tu as fait évoluer ton point de vue sur l'entraînement polarisé. Tu as quand même un regard un peu différent aujourd'hui. Ce qui est bien, ce qui est la panade des grands hommes, c'est qu'ils sont capables de revenir un peu sur leur certitude. Cette capacité à faire évoluer son entraînement, sa façon de voir les choses, c'est plutôt bon signe. Même si aujourd'hui, surtout en France, on n'aime pas la contradiction, on n'aime pas se contredire, on n'aime pas donner l'impression aux gens qu'on s'est contredit ou qu'on est revenu sur ce qu'on a dit parce que notre cerveau, il déteste ça. C'est vraiment une force d'intelligence déjà et voilà, de remise en question. Et souvent, c'est la panade des grands entraîneurs et des grands hommes. Tu vois, je te fais des éloges là, je dis pas. On est pressé. J'espère que ce podcast existera encore dans 5-10 ans pour revenir et redire que j'avais tort il y a 5 ans avant. mais c'est justement, pour moi, c'est un peu le problème. Tu mets le doigt sur quelque chose de cette méthode, on va dire, parce que l'impression que ça peut donner, c'est qu'elle va un peu s'affranchir des traditionnels cycles d'entraînement, du travail un peu spécifique. Et souvent, il y a un peu le côté, tu vois, les partisans de l'entraînement polarisé, ils veulent mettre de l'entraînement polarisé à tous les étages, quoi. Tu vois, comme si c'était un peu l'alpha, l'oméga.
On l'a eu c'est exactement le même problème que le minimalisme pour moi. C'est-à-dire, tiens, on s'est dit le minimalisme, c'est bien. Alors, on va essayer de mettre tous les coureurs au minimaliste. Et puis, on va en faire un peu notre marque de fabrique. On va écrire plein de livres. Et après, tu t'engouffres, en fait, justement, dans une vision. Et t'en es prisonnier. Parce que tu es tellement, en fait, tu vois, identifié comme étant un peu le père ou l'adepte de cette méthode-là, que tu vas te prendre plein de biais. Et tu vas. Voilà, et ce que je trouve dommage, c'est par exemple, moi j'aime bien aussi faire des cycles de vitesse, j'aime bien aussi faire des cycles un peu plus de foncier, j'aime bien aussi travailler, vachement varier mes allures, tu vas faire du changement de rythme dans l'entraînement, c'est-à-dire tiens, je vais partir, hop, on va faire 10 km, je vais mettre, tu vois, je vais un peu reproduire ce que je peux avoir en compétition, c'est-à-dire des changements d'allure, tu vois, des attaques, comment est-ce que je vais gérer ça, et j'aime bien être à l'aise sur un maximum d'allure possible. Pour moi, l'entraînement polarisé est intéressant et doit s'intégrer même à une saison d'entraînement, mais il ne faut pas que ce soit réducteur et voir l'entraînement que par la polarisation. Et quelquefois, moi, les gens que j'ai croisés, ils faisaient vraiment comme si c'était la méthode universelle, valable tout le temps pour tous les types de coureurs. Et c'est pour ça que j'avais une vision un peu négative de l'entraînement polarisé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends très très bien. On pourrait dire que le problème de l'entraînement polarisé, c'est qu'en fait, je l'ai dit au tout début, c'est très rigide théoriquement. Et en fait, à partir du moment où on essaie de le détendre, entre guillemets, en tant qu'entraîneur, en fait, on rentre plus dans la case totalement du polarisé, même si en fait, l'approche, c'est pas l'approche, c'est la philosophie est intéressante parce que elle, comme encore ce que je dis, elle met l'accent sur la basse intensité. Et moi, quelqu'un qui serait ultra rigoureux sur son entraînement polarisé, en fait, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal parce que ça voudrait dire qu'en fait, il fait beaucoup de basse intensité. Alors, certes, il sera très éloigné des contraintes spécifiques de son activité. Il fera sûrement pas d'allure de course, etc. Mais pour moi, en fait, ça ne l'empêchera pas de performer, même s'il perdra quelque chose. C'est-à-dire que 98-97% d'un potentiel, ça reste quand même pas mal quand ton potentiel est élevé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, Mais la règle de répartition de basse intensité prévaut sur le reste. il y a plein de mauvaises méthodes qui marchent, hein. Vraiment, hein. Oui, Ça, il y a plein de gens qui s'entraînent c'est- n'importe comment, qui courent très vite, hein. Ah ouais, non, mais réellement, mais même tu mets, on va sortir du monde de la course à pied, mais je te prends un exemple, tu peux mettre n'importe qui dans une salle de sport, tu lui donnes tu dis voilà, fais comme tu veux de manière intuitive, un débutant, il va se muscler, quoi, il va avoir des résultats. Après, c'est la blessure, après, à un moment donné, il va stagner, ce genre de choses, tu vois, mais globalement, à partir du moment où vous créez un stress sur votre corps va s'adapter à ce stress. Tu vois, ça, c'est indéniable. Donc, peu importe ce que vous faites, s'il y a du stress, vous allez progresser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être efficient. C'est ça qui est la nuance à comprendre. En fait, ouais, t'as 100% raison. C'est une bonne méthode, entre guillemets. Il n'y en a pas qu'une, mais une bonne méthode parmi toutes les méthodes qui fonctionnent. C'est une méthode qui fonctionne sur beaucoup de monde et qui fonctionne dans le temps. C'est-à-dire Mm. qu'une méthode qui fonctionne pendant 2 mois sur une personne, c'est la pire des méthodes. Une méthode qui fonctionne sur 10 ans pour un athlète, c'est mieux, mais c'est pas ouf encore. Par contre, une méthode qui fonctionne sur 10 ans sur 10 000 athlètes, 10 000 athlètes sur 10 000, ça commence à être pas mal. En fait, c'est pour ça qu'on cherche à théoriser, etc. C'est comment faire pour qu'un maximum de personnes, si j'ai 10 000 personnes, comment faire progresser 10 000 personnes et comment les faire progresser sur 10 ans et non pas sur 2 mois. Tout ça, c'est des petites subtilités à prendre en compte et que c'est intéressant de comprendre. En tout cas, c'est pour ça que moi, je me méfie des adeptes des méthodes ou des visions ou ce genre de choses parce que souvent, ils sont un peu encloisonnés, emprisonnés dans cette vision-là et il manque un peu de recul ou d'évolution. Ça peut créer pas mal de biais. En conclusion, Tristan, avant de passer à la rubrique vrai du faux, quels sont selon toi voilà, avec tout ce qu'on s'est dit, si on devait garder un avantage, un inconvénient de l'entraînement polarisé, ce serait lequel? Avantage, entraînement polarisé, met énormément l'accent sur la basse intensité qui pour moi est une des clés de l'entraînement pour répondre aux différentes problématiques de l'entraînement qui est de durer dans le temps et d'avoir un gros volume. Donc ça, c'est quelque chose de très positif qui fait que ça fonctionne très très bien. Le côté négatif, c'est que c'est très rigide et qu'en fait en réalité on n'est pas vraiment sur du 80-20 tout le temps et que pour parfois apporter un peu de spécificité à ce qu'on prépare, on aurait, de mon point de vue actuel, tendance à dépolariser sur certains objectifs. Mais pas sur d'autres, parce que si on est coureur de 5 km, par exemple, ça s'y prête très bien.
D'accord. Donc, ce n'est pas une formule secrète, magique pour tous les champions, mais si on ne la caricature pas ou si on ne la prend pas au mot strict du terme, elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt, voilà, au même titre que les autres. Tout ça est beaucoup plus clair. Eh bien, écoute, Tristan, je te propose qu'on passe à notre rubrique vrai du faux, si tu es OK. Comme ça, on va pouvoir encore déconstruire quelques bonnes ou fausses croyances. Est-ce que ça te va? Ah bah, c'est parti. Jingle! Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. La rubrique vrai du faux, chaque mois, on débunk des idées reçues, des petites phrases qu'on peut entendre par-ci par-là dans les pelotons de coureurs. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Eh bien, c'est ce qu'on va vous dire dans cette rubrique. Et la première croyance, courir à basse intensité permet plus d'adaptation énergétique. Tu sais, on parle souvent voilà, de la filière lipidique, par exemple, et que ce serait vraiment le bon moyen d'adapter son corps à la gestion en énergie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Tristan, selon toi? Alors, je vais répondre à la question de la personne. Courir à basse intensité permet-il plus d'adaptation énergétique? La réponse est non, pas plus. Ça permet soit des adaptations complémentaires, soit d'autres adaptations. Il y a souvent une logique que je répète il y a des adaptations qui s'acquièrent extrêmement bien par le volume, il y a des adaptations qui s'acquièrent extrêmement bien par l'intensité, et il y a d'autres adaptations qui s'acquièrent extrêmement bien par un mélange des deux. Ce qui veut dire que voilà, c'est soit d'autres choses, mais en tout cas pas plus, parce que sinon on ferait que de la basse intensité. Après oui, si tu rentres dans certains caps très précis, par exemple la consommation de graisse à l'effort, ça par exemple c'est typiquement le truc où bah, je pourrais te montrer des études qui montrent que si tu fais du sprint, tu vas augmenter ta capacité à brûler plus de graisse, parce que tu vas augmenter ta densité mitochondriale, tu vas augmenter plein de trucs. Mais je pourrais aussi te montrer des études qui te montrent que bah, en fait, la basse intensité fonctionne très bien si elle est bien calibrée en fonction du fat max. Non pas parce que c'est la seule qui fonctionne, mais parce que tu peux faire des volumes indécents cette intensité-là. Après, on y porte beaucoup d'intention, mais sur un 10 km, vous ne brûlez pas de graisse. Donc si vous êtes coureur de 10 km, est-ce que vraiment c'est ce que vous allez chercher? Non. Mais heureusement, ce n'est pas le seul avantage de l'endurance fondamentale. Il est impossible de développer sa VMA une fois passé l'âge de 22 ans. Alors là, je vais te mettre un peu dans la sauce parce que je sais que voilà, il y a quand même pas mal de débats autour de ça, mais en tout cas, quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, il est impossible de développer cette VMA, augmenter après 22 ans. Pour moi, c'est pas du tout impossible. C'est tout à fait possible parce que, alors, ça dépend qui on est, déjà pour commencer. Si on est un athlète qui a commencé à 8 ans, qui a déjà une longue carrière professionnelle, pourquoi pas? Déjà, ça serait assez limité parce que, en effet, tu l'as dit, on a vu des études qui montrent que le développement du VO2 max serait assez limité en fait. C'est au bout d'un moment, il augmenterait plus. Le truc, c'est que la VMA n'est pas seulement corrélée à VO2 max. Tu peux avoir des logiques de raideur musculaire, de force, de réaction au sol, etc., qui font qu'en fait, tu peux augmenter ta VMA sans augmenter ton VO2 max. Parce que la VMA telle qu'on l'entend en fait s'obtient par un test très précis. Et donc, ouais, tu peux l'augmenter après 22 ans, même en étant très très bon. Alors, elle augmentera pas de beaucoup. Et si en plus après 22 ans, tu n'as jamais couru, bah là, elle peut qu'augmenter en fait. Exactement, oui. Donc voilà, si on est très entraîné, évidemment, ça sera des micro-pourcentages. Après, un peu moins entraîné, on pourra avoir de meilleures évolutions. Mais en tout cas, voilà, même si c'est après 22 ans, évidemment, elle évolue moins vite, c'est tout à fait possible de continuer de la faire évoluer, si j'ai bien compris. L'entraînement au seuil est inutile en prépa marathon ou en prépa trail. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur des forums. Voilà, alors, pour préparer cette rubrique, je vais sur des forums, hein, je vous le dis. Hein, là, j'entends des gens ils nous posent des questions, soit sur les réseaux sociaux, et je les récupère quand je les trouve intéressantes. Sinon, je vais sur des forums, et là, on trouve quelques petites perles. Donc voilà, c'était une personne qui expliquait que s'entraîner au seuil n'avait aucun intérêt en prépa trail marathon. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. J'imagine, je sais même pas ce qu'il veut dire. D'ailleurs, tu vas me donner son nom, je vais le retrouver. Non, alors le seuil, j'imagine que du coup, il voudrait dire à peu près allure 10 km. Allez, on va le définir Ouais. comme ça. Même sur un marathon ou sur un trail long, en fait, tu as des intérêts physiologiques à courir plus vite que ton allure de course, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, c'est bien de faire de l'allure de course, mais c'est bien aussi de la dépasser pour aller chercher d'autres
d'autres adaptations et stresser ton corps un peu différemment, pour résumer. Merci infiniment, Tristan, de nous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair sur l'entraînement polarisé. J'espère que maintenant nos auditeurs et auditrices savent tout un peu de cette vision de l'entraînement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Tristan, je te dis à très vite. À très vite, Guillaume. Bye bye.